Ok, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que l'UFC 311 c'était vraiment un événement incroyable. J'espère vraiment que l'UFC va réussir à trouver un moyen de faire que en 2025 on ait un meilleur événement que celui-ci parce que bah c'était phénoménal. Genre j'ai vraiment kiffé, genre j'ai kiffé de fou. Alors salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui ce que l'on va faire c'est pas on va pas faire un récap tout simplement de l'UFC 311, bien évidemment on va beaucoup en parler, mais aujourd'hui ce que on va particulièrement faire c'est tout simplement que l'on va essayer de. Je vais me mettre dans les chaussures de Dana White et de Hunter Campbell. Et tout ce que l'on va faire donc aujourd'hui, c'est qu'on va faire du matchmaking. Donc on va tout simplement essayer de prédire quel combat devrait avoir lieu après l'UFC 311. Alors, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin te mettre le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier combat. Donc le premier combat qui devrait être fait, bah, il concernera tout d'abord Peyton Talbot, parce que comme tu peux le savoir très probablement, il a perdu sa série d'invincibilité, il était à 9 victoires d'affilée et 0 défaite. Et maintenant il a connu sa première défaite ce samedi passé, c'était face à, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'était Borselos. Attends, j'ai envie de sortir le nom exact, parce que j'arrive jamais à prononcer son nom, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est exactement contre Barcelos, Raoni Barcelos. Alors, Peyton Talbot, il avait perdu par décision contre Raoni Barcelos. Et en fait, le truc, c'est tout simplement que ça avait un petit peu exposé Peyton Talbot, parce que avant, la majeure partie du temps, il se passait contre des adversaires contre qui il aurait vraiment plus de striking. Mais c'est vraiment la première fois qu'il se bat contre un adversaire qui est vraiment déterminé à l'amener au sol et tout simplement à l'y maintenir. Et je me souviens même que pendant ce combat, il y avait, comment dire, il y avait Joe Rogan qui avait dit un truc qui était plutôt intéressant, c'est que ça c'est vraiment une bonne leçon dont il avait besoin pour pouvoir vraiment survivre dans cette catégorie. On rappelle que Peyton Talbot est dans la catégorie d'armes mirables. Et donc si Talbot, il voudrait venir un jour à prendre la ceinture, bah, il faudrait quand même qu'il ait une très bonne défense de takedown. Et donc pour moi, j'ai pas compris, genre, je suis passé sur Instagram, je suis passé sur TikTok et tout, et je voyais les gens qui étaient en train de critiquer Talbot et qui ont retourné leur veste, qui étaient en mode, ouais, Talbot, genre, c'était juste une fraude, il était nul et tout. Mais genre, est-ce que ça va? Genre, est-ce que vous réfléchissez? Le gars, il a quoi? Il a 26 ans. Il a littéralement juste 26 ans, il est sur une série de 9 victoires d'affilée. En fait, l'invincibilité, j'ai l'impression que c'est un petit peu surcoté. J'ai l'impression que c'est un petit peu surcoté. Les gens, ils sont trop en mode ouais, genre si tu as ta première défaite, tu es nul. Il est pas nul. Il est pas nul du tout. Moi, j'aime bien Peyton Talbot. Il est pas nul du tout. Il a vraiment un très bon striking, mais il est juste très jeune. Et moi, je me dis qu'au contraire, s'il n'avait pas perdu ce combat, s'il avait trouvé un moyen de le gagner, il aurait perdu à l'avenir contre un lutteur plus expérimenté. Donc, c'est bien qu'il perde maintenant et donc que ça lui permette de vraiment plus travailler son sol. Et ça fera que lorsqu'il va entrer dans le top 15, top 10, bah, ce sera vraiment un combattant bien plus genre truc bien plus entouré, bien plus well-rounded. Donc pour moi, le combattant qu'il devrait affronter, donc Peyton Talbot, le combattant qu'il devrait affronter serait tout d'abord, je dirais, pas tout d'abord, mais bien évidemment, Cody Garbrandt. Parce que Cody Garbrandt, ce qui est intéressant à voir, c'est que vraiment c'était l'un des plus grands de la catégorie des poids coqs, donc ça montre vraiment que ce serait un combattant qui a de l'expérience, qui sait ce qu'il fait, qui peut lutter, qui peut striker et tout. Et tout simplement que Cody Garbrandt, en ce moment, il est sur une descente et il est un petit peu en train de se refaire. Franchement, Cody Garbrandt, son prime, ça, je pense que c'était vers 2020, 2021, si je me souviens bien. Donc, il est vraiment, c'est vraiment maintenant qu'il est censé se refaire. Et donc, ça colle pour lui qu'il prenne un combattant qui a vraiment beaucoup de haine, comme un Peyton Talbot. Peyton Talbot, il vient d'avoir la première défaite de sa carrière. Donc, également, lui, il faut qu'il prouve. Et pour prouver, il lui faut un grand nom, comme un Cody Garbrandt. Donc, moi, je me dis que selon moi, ça arrange les deux. Et ça arrange l'UFC également parce que ça pourrait vraiment permettre à Peyton Talbot vraiment directement de passer de quitter les prélims et directement de passer sur une main card d'une d'un plus gros événement, ou bien même vraiment être dans le combat co-principal ou principal d'une Fight Night. Mais bon, ça c'était par rapport à Peyton Talbot, donc on va passer au prochain combat. Le prochain combat, selon moi, ce serait Jayton Almeida contre Cyril Gane. Ok, Cyril, juste arrête de ne pas vouloir combattre Jayton Almeida à partir d'un certain moment. Almeida, ça fait un moment qu'il est en train de call out Cyril Gane, mais Cyril Gane, comme on sait, Cyril Gane, après une défaite, après une défaite de ceinture, bah, tout ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on va lui donner un heavyweight lourd, il va le battre, et
après ça, il va attendre son tour vers la ceinture. Moi, je me dis que la performance que Cyril Gane a montrée contre Alexander Rakic, elle est clairement pas suffisante pour qu'on lui donne automatiquement un title shot. Et c'est pour ça que moi, je me dis que il faut qu'il prouve un petit peu plus qu'il mérite la ceinture, qu'il mérite un combat pour la ceinture. Parce que Cyril Gane, il a eu 2 title shots, honnêtement, qu'il n'a pas vraiment super mérité. Donc, en ce moment, il y a vraiment un gros challenge en face de lui qui est un Almeida qui a faim, un Almeida qui a mis KO Spivak en un round. Spivak, je précise que Cyril Gane également avait battu lors de l'UFC Paris de l'année dernière, si je me souviens bien. Alors, c'est vraiment le moment en fait pour que Cyril Gane affronte Jason Almeida. Ils sont tous les deux chauds, ils sont tous les deux quasiment prêts, je dirais. Jason Almeida, il lui faudrait peut-être juste 3 mois de plus et he's ready to go. Cyril Gane, en ce moment, je pense pas qu'il peut vraiment juste s'asseoir à l'extérieur et attendre qu'un title shot tombe de nulle part. Surtout l'état dans lequel la catégorie est en ce moment, sachant que John Jones devrait affronter Thomas Pinal. Et on sait vraiment pas c'est quand que ces deux vont s'affronter, tellement ils prennent leur temps. Que Cyril Gane, en ce moment, il peut soit attendre une année de plus, ou bien juste affronter Jason Almeida. Moi, je me dis qu'en ce moment, il n'a vraiment rien à perdre à affronter Jason Almeida. Bon, il n'a rien à perdre, bien évidemment, en partant du concept, genre en partant du principe qu'il gagne ce combat, je dirais. Mais après ce combat, l'autre combat que je me dirais qui ferait vraiment beaucoup de sens, parce que tout simplement, Jiri Prochazka contre Jan Blachowicz. Pourquoi est-ce que je me dis que ce combat il ferait beaucoup de sens? Tout simplement parce que, déjà, avant que je parle de ce combat-là, je vais prendre une petite minute juste pour dire à quel point je suis satisfait du dernier combat qu'il y a eu entre Jiri Prochazka et Jamal Hill. Peut-être que vous l'avez vu dans les commentaires, peut-être que vous ne l'avez pas vu dans les commentaires de ma précédente vidéo, mais je supportais Jamal Hill. Je supportais Jamal Hill. Et je trouve que Jamal, il apporte, même si il est vraiment détesté, il est vraiment critiqué et tout, mais moi je trouve qu'il apportait un petit peu ce dont la catégorie des light heavyweight avait besoin. Elle apportait un petit peu cet antagonisme. Il apportait un petit peu cette haine, cette rage de vaincre, et un petit peu cette colère dans la catégorie des light heavyweight. Et ça, c'est un truc que j'aimais bien, le fait qu'il refuse d'accepter que Alex Pereira l'ait battu et tout ça, parce que moi je me disais que c'est un petit peu comme ça que tu crées un rematch et tout. Et ouais, et le fait que dès qu'il est entré dans un endroit, toute la foule était en train de le huer et tout, moi je trouvais que c'était du cinéma, c'était vraiment intéressant et tout. Mais malheureusement, il a pas réussi à gagner ce combat. Mais la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ce combat, c'était tout simplement parce que je te dirais que ça c'était beau. Depuis un moment, ça c'était le meilleur combat que j'ai vu depuis un moment, je dis. Parce que c'était fou, gros, ce combat-là, je l'ai pas encore re-regardé, mais je suis vraiment pressé de le re-regarder parce que il était vraiment phénoménal. Ça explosait de partout. Il faisait que, il restait debout, il faisait que striker de fou. Et à la fin, comment est-ce que Jiri il l'a mis au tapis? C'était juste phénoménal, j'ai trop kiffé ce combat. Bon, après ça, tan, 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 tan. Après, donc exactement, c'est pour ça que je disais que le prochain combat que j'ai envie de voir après ça, tout simplement Jiri Prochazka cette fois-ci contre Jan Blachowicz. Parce qu'il faut que l'on se rappelle que Jan Blachowicz, son dernier combat c'était contre Alex Pereira lors de l'été 2023. Et que Alex Pereira, il avait battu Jan Blachowicz par une décision très serrée en fait. Alex Pereira, non, Jan Blachowicz, c'est un des seuls combattants qu'Alex Pereira n'a pas réussi à mettre KO. Ça, c'est un truc dont il faut se rappeler. Dans la catégorie des light heavyweights, c'est le seul combattant qu'Alex Pereira n'a pas réussi à mettre KO. Et moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et que, ouais, donc littéralement, c'est la raison pour laquelle Jan Blachowicz, c'est vrai que certes, il s'est assis sur le côté pendant toute cette année 2024. Il était juste censé se battre contre Alexander Rakic. En fait, Jan Blachowicz, il a vraiment laissé l'UFC juste donner à Pereira la hype qu'il veut, mais il a juste accepté de faire le bon gars d'entreprise et de s'asseoir de côté et tout. Mais moi je me dis que Jan Blachowicz, quand même, l'UFC lui a un petit peu manqué de respect parce que il méritait clairement son title shot contre Alex Pereira vu les performances qu'il a eues. Et vu le fait qu'il a juste, honnêtement, il a juste perdu par décision par décision unanime ou partagée. Unanime, si je me souviens bien, contre Alex Pereira. Donc c'est pour ça que je me dis, comme Jiri Prochazka, certes, on a tous envie de le voir faire un troisième rematch contre Alex Pereira, parce que leurs combats, ils sont très souvent intéressants, la construction du combat, les face-off et tout. Mais moi, je me dis que Jiri, après 2 défaites consécutives contre Alex Pereira, quand même, tu peux pas juste avoir une défaite et une victoire, pardon, je veux dire, et retourner affronter Alex Pereira. Jiri Prochazka, il devrait battre Alex Pereira et ensuite, après cela, aller affronter Jan Blachowicz pour la ceinture. Non, pour avoir le shot, pour le vainqueur, je dois préciser, le vainqueur entre Alex Pereira et Magomed Ankalaev, parce qu'il a été annoncé pendant l'événement de l'UFC 311 que lors de l'UFC 313, le main event sera Alex Pereira contre Magomed Ankalaev.
Et PS, cette carte de l'UFC 313, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais je l'assure qu'il faut le moment. Il y a du Dan Hooker contre Justin Gaethje. Que demander de plus? Umar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo, ça également c'est un combat que je trouve qui ferait beaucoup de sens. Umar Nurmagomedov, il a reçu sa première défaite, lui j'imagine même pas comment Khabib il est en train de le détruire à la maison. Genre c'est le premier Nurmagomedov à avoir perdu. J'imagine même pas comment est-ce que Khabib est en train de le tuer à la maison. Donc moi selon moi, la performance qu'il a montrée contre Merab, ça a juste montré que Merab il est à un autre niveau. Il ne mérite pas du tout un rematch contre Merab en ce moment. Et donc, moi ce que je me dis, c'est juste qu'il devrait affronter un autre combattant qui est un petit peu en situation de perte en ce moment, qui est donc en la personne de Davison Figueiredo. J'avais également pensé à Petr Yan. Peut-être que Umar Nurmagomedov devrait affronter Petr Yan. Mais je me dis que Yan, en ce moment, il aurait peut-être plus à attendre pour affronter, comment dire, pour affronter Merab Dvalishvili, parce que ça se voit que bon, on va parler du prochain combat de Merab juste après, mais moi je me dis que Petr Yan, s'il attend juste un tout petit peu, bah, il aura une chance pour affronter Merab Dvalishvili. Donc moi ce que je me dis, c'est que Davison Figueiredo contre Umar Nurmagomedov serait un bon combat à faire. Surtout que Umar, il a vraiment beaucoup été critiqué dans la construction de ce combat, parce que les gens disaient que bah, il ne méritait pas tout simplement ce title shot, parce qu'il n'a pas eu suffisamment de victoires conséquentes, je veux dire, parce qu'il a tout simplement battu Cory Sandhagen et que juste après ça on lui donnait le title shot. Vraiment, les gens n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Mais Merab, il l'a humilié. Il a juste humilié. Donc moi, ce que je me dis, c'est que Umar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo, c'est le combat à faire après l'UFC 311 pour ces deux. Après, pour Merab, je viens de t'en parler. Mais selon moi, le combat, Merab, il y a deux choix, il y a deux options. La première option, c'est tout simplement Merab contre Petr Yan. Mais le problème un petit peu par rapport à Merab, bah, tout simplement que quasiment tous les matchs qu'il pourrait faire, tous les combats, je veux dire, qu'il pourrait faire dans la catégorie des bantamweight, bah, ce serait un petit peu que des rematchs. Parce que le truc, c'est que Merab, bah, lui, c'est le contraire de Umar. Parce que Merab, bah, lui, il a vraiment mérité sa place de fou. Il a déjà lavé la catégorie, en fait, quasiment. Il a déjà quasiment lavé la catégorie. Il n'y a pas vraiment besoin genre, de faire un Merab contre Cory Sandhagen. Merab contre O'Malley 2, bah, on a déjà vu le premier combat et honnêtement, je sais que le deuxième combat ça se passerait également de la même façon. Merab contre Petr Yan, peut-être. C'est le seul truc que je me dis peut-être dans cette catégorie. Mais c'est pour ça que je me dis que Merab en ce moment, le seul truc qui devrait se passer, bah, c'est juste que Pantora devrait monter de catégorie et l'affronter en fait. Genre, c'est le seul truc que je vois. Pantora doit juste monter de catégorie et il affronte Merab Dvalishvili. Parce que Pantora, il a vraiment tellement lavé sa catégorie que on en est arrivé à un point dans lequel les gens ils lui ont ramené des combattants d'autres organisations, donc dans la personne de Kaya Sakura, pour essayer de le battre. Pour te montrer à quel point le gars, il a battu tout le monde dans sa catégorie et que maintenant il y a juste plus de hype autour de lui. Le gars, il part littéralement call out Demetrius Johnson. Donc à partir d'un certain moment, bah lui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que lui et Islam, c'est les seules deux personnes qui sont vraiment légitimes de monter de catégorie à l'UFC à l'heure actuelle. Donc moi je me dis que lui, il doit juste monter de catégorie, il vient, il affronte Merab. Et ouais, moi c'est ce combat que je trouve qui fait le plus de sens à l'heure actuelle. Maintenant, pour Islam Makhachev, moi ce que je me dis que c'est le combat qui ferait le plus de sens. Islam, en vrai, il a plusieurs choix, je me dirais. Après, il y a des choix qui sont plus simples que d'autres, en fait. Parce que un choix qui est assez simple, moi je me dirais, c'est Islam Makhachev contre Ilia Topuria. L'UFC sait que ce combat, il va rapporter beaucoup d'argent. Ce combat, c'est un combat que les fans veulent voir et genre qui est vraiment dont beaucoup de gens parlent. Islam, il a dit qu'il ne serait pas du tout contre, genre que ouais, genre ça le dérange un petit peu d'affronter les gens plus petits parce qu'après les gens ils disent que ouais, bon, tu fais ça, mais donc t'es pas vraiment chaud ni rien. Mais il dit que si l'UFC est d'accord et que les fans le veulent, bah lui il est chaud également. Mais en fait, le truc c'est que Islam, depuis un moment, bah, il fait que parler du fait que lui son rêve c'est vraiment de devenir double champion et qu'il pourrait même devenir triple champion. Et honnêtement, si on reste honnête pendant 2 secondes, moi je me dis que Islam il a le niveau pour, tu vois. Donc moi ce que je me dis, bah, tout simplement que Islam, c'est l'heure pour toi de monter de catégorie en fait. Parce que moi, ce que je me disais avant ça, c'est que on avait dit que Arman Tsarukyan, bah, en ce moment, le truc c'est que Islam, s'il monte de catégorie, il y aura un petit peu toujours cette inconnue en mode ouais, Islam, est-ce qu'il aurait pu battre Arman et tout ça. Mais le truc, c'est tout simplement que l'UFC a dit en fait que Arman, il faudrait qu'il remérite sa place
Donc on va pas juste se réveiller un jour et entendre Islam contre Arman 2 encore, et après genre qu'il recommande, qu'il relance ça. Et Arman également, il a été d'accord, Arman l'a dit qu'il devrait faire un autre combat avant de mériter son combat contre Islam Makhachev. Donc c'est cool pour les deux d'avoir accepté ça. Donc Islam en ce moment, il a vraiment plusieurs choix. Le premier choix c'est Topuria. Le deuxième choix, bien évidemment, ce serait dans la catégorie des lightweight, mais là je me dis qu'il y aurait pas vraiment, ce serait pas super intéressant. Islam contre Oliveira 2, j'ai l'impression que c'est ça qu'on risque d'avoir, mais je me dis qu'il peut y avoir plus intéressant. Euh, Après ça, Islam il fait que parler du fait de monter dans la catégorie des welterweight. Islam contre Belal, après je sais que tu vas me dire que Islam et Belal ils s'entraînent ensemble et tout. Mais après, ouais, je sais qu'ils s'entraînent ensemble, mais est-ce qu'ils sont vraiment aussi potes que par exemple Islam contre et Habib? Genre, ok, ils s'entraînent ensemble, mais c'est pas comme. Mais ils viennent pas tous les deux du Daghestan et tout, genre ils sont juste dans la même salle et tout. Ils sont pas aussi proches qu'un Islam contre un. Genre, c'est pas possible pour exister par exemple un Islam contre Khabib ou un truc comme ça. Après, je sais que Islam, genre, il a une loyauté hors norme, donc il ferait peut-être pas ça. Mais le fait que dans plusieurs conférences de presse, il est parlé du fait que ouais, ils ont tous les deux le même manager, et donc peut-être qu'ils pourraient s'arranger sur un truc. Moi je me dis que peut-être que c'est ça qui va se passer en fait. Mais après, Islam, il avait parlé d'un autre truc. Et selon moi, ça serait beaucoup plus compliqué, ce serait un beaucoup plus gros challenge pour Islam. Il a dit que si l'UFC lui dit, bah, il partirait même affronter Dricus du Plessis en middleweight. Bon, là, Islam, genre, il faut connaître un petit peu tes limites, moi, je dirais. Parce que Islam, je sais que t'es un combattant super chaud et tout. Mais Dricus du Plessis, je, je sais que si on parle pound for pound, skill for skill, Islam, il est beaucoup plus chaud que Dricus du Plessis. Mais un Dricus du Plessis qui, euh, qui est en middleweight dans son poids, et tout en sachant que Drix Duplessis aussi, il coupe beaucoup de poids. Donc, s'il venait le jour du combat, bah, il serait beaucoup, beaucoup plus lourd que Islam Makhachev. Alors que Islam, vraiment, l'un de ses atouts majeurs, c'est vraiment la pression qu'il te met, vraiment le poids qu'il met sur toi lorsqu'il lutte avec toi. Je me dis que ce serait vraiment un gros challenge pour Islam Makhachev, en fait. Donc, ouais, pour la catégorie des lightweight, moi, ce que je me dis, c'est que Islam Makhachev, bah, son plus gros, genre, le combat le plus intéressant qu'il pourrait avoir à l'heure actuelle, bah, ce serait tout simplement son combat contre Ilia Topuria. Donc maintenant, juste reste à voir la suite pour Ilia Topuria, ce serait quoi. Et enfin, on va parler de Arman Tsarukyan. Donc comme je viens de te le dire, Arman Tsarukyan, lui également en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs choix pour lui également. Arman Tsarukyan, bon, comme je viens de te le dire, bah, il ne va pas juste revenir de nulle part et affronter Islam Makhachev. Donc lui, le truc, c'est que, encore une fois, comme je te dis, il a beaucoup de choix. On pourrait avoir un rematch entre Arman et Oliveira, mais je sais pas, genre. En lightweight, j'ai l'impression qu'il y a trop de rematchs qui sont possibles, et celui-là, je crois pas que ce sera vraiment le plus intéressant. Donc après ça, moi, ce que je me dis, c'est que Arman Tsarukyan, s'il ne se bat pas contre Charles Oliveira, contre qui est-ce qu'il pourrait se battre? Moi, je me dis peut-être contre le vainqueur de Gaethje contre Dan Hooker qui aura lieu lors de l'UFC 313, parce que comment dire, Arman Tsarukyan, il n'a pas encore affronté des combattants comme Justin Gaethje ou Dustin Poirier. Ça pourrait être un combat qui serait super intéressant. Mais un autre truc que je vois qui pourrait vraiment se profiler, bah, ce serait tout simplement Arman Tsarukyan contre Ilia Topuria. Je sais que je suis en train de forcer un petit peu avec ma narrative de Ilia Topuria et tout. Mais en fait, le truc, c'est que Ilia Topuria, il y a plein de gens qui disent qu'en fait, il n'a pas encore assez prouvé pour mériter genre un title shot dans la catégorie de lightweight. Et je vais te dire que je suis un petit peu d'accord avec ça parce que certes, il a battu dans sa catégorie Max Holloway et Alexander Volkanovski et c'est super intéressant. Mais le truc, c'est que Ilia Topuria, s'il décide de monter de catégorie tout de suite sans donner ni à Volkanovski son rematch, ni une défense de ceinture à. Ni il fait une défense de ceinture contre Diego Lopez, bah s'il montait automatiquement juste avec une défense de titre, bah les gens allaient dire clairement que tu ne mérites pas encore. Donc ce qui se passe la majeure partie du temps dans ce cas, c'est qu'il va monter de catégorie et on va lui donner le number one contender qui est Arman Tsarukyan. Et donc après cette victoire, donc s'il gagne, je veux dire, bah il pourrait là automatiquement affronter Islam Makhachev. Donc moi ce que je me dis c'est que pour Arman Tsarukyan, c'est vraiment ces deux choix, soit le vainqueur de Gaethje contre Hooker, soit un Poirier qui sortirait de nulle part, mais je crois pas, je crois vraiment pas, soit un Ilia Topuria. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment mes prédictions par rapport au prochain combat que selon moi il devrait avoir lieu après l'UFC 311. Tout en sachant que vraiment l'UFC 311 c'était vraiment l'un de mes événements favoris. L'UFC a vraiment commencé fort cette année et j'espère qu'ils vont pouvoir rester sur cette lancée. Mais bon, comme d'habitude, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. On pourrait avoir une petite conversation sur cela. Et ouais, donc si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.